merci de nous retrouver dans la famille en question. Avec l'allongement des études et l'accent mis sur une carrière professionnelle, les femmes retardent de plus en plus l'âge d'une première grossesse. En France, 3% d'entre elles ont un enfant à 40 ans et plus. Les grossesses tardives représentent-elles un risque pour l'enfant et la mère? Comment devenir mère à 40 ans? C'est le thème de ce numéro. Avec nous pour en parler, Anne Bourguignon, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez eu une petite fille à 42 ans, vous nous parlerez de votre expérience. Face à vous, nous accueillons le docteur Michel Tournaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris. Vous êtes d'ailleurs l'un des spécialistes reconnus sur les grossesses tardives. Fort de votre expérience, vous avez publié le livre « Le bonheur d'être mère, la grossesse après 35 ans » et c'est paru aux éditions Odile Jacob. Enfin, le père Stan Rougier est également avec nous. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous nous apporterez votre regard à la fin de cette émission. Alors avant d'aller plus loin, comment vit-on une grossesse à l'aube de la quarantaine? Rencontre avec une future maman sereine et décomplexée. Le reportage de Frédéric Jakovlev. Le souffle est un peu court, le pas parfois haletant. Dans quelques jours, la vie de Laurence va changer. À 38 ans, la jeune femme mûre s'apprête à devenir une jeune maman. Une jeune maman qui aurait l'âge d'avoir des enfants adolescents. Une jeune maman qui vit ce que l'on appelle une grossesse tardive. Laurence est bien consciente d'appartenir à une minorité puisqu'à peine 15% des femmes accouchent après 38 ans. Mais pour elle, cette situation n'a rien de honteux. L'âge, c'est vraiment une pression culturelle, mais dont il faut se détacher en fait. Parce qu'il n'y a vraiment pas de honte à avoir un enfant tard. Alors évidemment, après, il y a des limites. Peut-être pas forcément l'avoir à 43 ans, mais bon, 38 ans, j'ai pas l'impression d'être une grand-mère non plus. Laurence n'est certes pas une grand-mère, mais à 38 ans, elle a tout de même 10 ans de retard sur la moyenne nationale. Et avec l'âge, ce sont les risques liés à la grossesse qui augmentent. Risque de fausse couche, de malformation fœtale ou de trisomie. Pour se rassurer, pour éviter le stress, Laurence a dû faire une amniosynthèse. Une opération délicate qui comporte des risques. Si le résultat fut négatif, si Laurence a vécu une grossesse heureuse, elle est aussi consciente qu'elle a eu de la chance. Je suis tombée enceinte à partir du moment où vraiment on l'a vraiment voulu, donc on n'a pas du tout eu à attendre. Que j'ai fait aucune fausse couche, alors que en effet il y a des risques de fausse couche assez importantes à partir du moment où on l'a assez tard. Donc après coup je me rends compte qu'on a eu beaucoup de chance. Voilà, et j'étais peut-être pas forcément consciente de toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir dès le début de la grossesse. Avoir un enfant sur le tard relève en général d'un choix personnel. Pour Laurence, il aura d'abord fallu attendre l'homme idéal. Mais il s'agissait aussi de ne pas mettre en péril sa carrière professionnelle, de pouvoir faire des voyages, des sorties. Au total, une quinzaine d'années entre la fin de ses études et son mariage. Une quinzaine d'années où elle a profité pleinement de cette vie de célibataire. Si c'était à refaire, je vous dis, bon, c'est une histoire de 3-4 ans, mais c'est tout. J'aurais pas forcément aimé. Ne pas avoir d'enfant trop tôt pour profiter de la vie, une philosophie hédoniste réprouvée par la morale chrétienne. Laurence est pourtant une catholique convaincue. Pour elle, il s'agissait d'abord de fonder une famille sur des bases solides, quel que soit le temps que cela prendrait. Ce que j'ai voulu faire, c'est, d'ailleurs je crois que c'est ce que demande aussi l'Église, c'est avoir ce projet d'enfant à deux. Et puis l'Église dit qu'il n'y a pas d'âge pour créer une famille. Pas d'âge pour fonder une famille. Certes, après 35 ans, les femmes sont plus posées et plus disponibles pour profiter de leur bébé. Laurence en témoigne. Mais elles prennent aussi un risque à trop vouloir attendre, celui de ne plus pouvoir avoir d'enfants. J'ajoute que la jeune femme que l'on a suivie dans ce reportage a eu, depuis le tournage, un petit garçon qui s'appelle Gaëtan. On félicite les heureux parents. Voilà une réaction d'Anne sur ce reportage. Vous vous retrouvez un petit peu dans son témoignage, même si vous avez quelques années de plus. Voilà, donc effectivement, je me reconnais complètement dans ce qui a été dit. J'ai en plus dépassé effectivement la quarantaine quand j'ai eu Alice. Donc les problèmes étaient peut-être certainement encore plus cruciaux. Les questions étaient certainement plus cruciales que pour la personne qui a été interviewée. Vous avez été très suivie médicalement ? Oui, évidemment, j'ai
pour me rassurer, moi aussi, j'ai souhaité être très entourée. Oui. Donc j'ai choisi une maternité qui assurait un environnement médical assez poussé. Ça vous inquiétait en fait de vous lancer dans ce projet d'enfant à votre âge? C'est ça qui a justifié le fait que vous ayez fait appel à des médecins spécialisés sur les grossesses tardives? Il y avait une inquiétude chez vous? Non, pas au départ, mais c'est vrai que petit à petit, les problèmes, enfin l'inquiétude a un petit peu grandi, au moins pendant les 3 premiers mois, jusqu'à l'amniosynthèse en fait. Hein. D'accord. C'est vrai. Ça, c'était vous, où il n'y avait pas d'éléments extérieurs qui pouvaient vous inquiéter? Non, ça s'est très bien passé. La façon dont vous ressentiez les choses. Voilà, exactement. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on rentre un petit peu dans le processus médical, on prend conscience petit à petit, effectivement, des dangers. Moi, je n'étais pas forcément très consciente. Très informée. De l'évolution très rapide du pourcentage de trisomie passé 40 ans. Vous pensez que si vous aviez eu plein d'informations, est-ce que vous auriez été plus attentive? Est-ce que vous auriez essayé d'avoir un enfant plus tard ou pas? Plus tôt, pardon. Plus tôt. Ouais. Comme pour la personne qui a été interviewée, encore faut-il rencontrer le compagnon adéquat. Donc, je crois que c'est pas complètement un choix. Voilà. Bon, si j'avais dû choisir, effectivement, j'aurais préféré peut-être faire un enfant plus tôt. Ouais. Surtout que ça m'aurait donné la possibilité d'en faire plusieurs. Ouais. Mais disons que là, le fait d'être enceinte à plus de 40 ans, non, au départ, c'était d'abord une grande joie. Et puis après, effectivement, c'est le souci de se sentir, d'être entouré, rassuré par une prise en charge médicale adéquate, suffisante. Docteur Tournaire, une réaction sur ce reportage? Vous en voyez beaucoup des jeunes femmes comme Laurence? Alors c'est bien typique des raisons des grossesses tardives. On évoque en général en priorité le métier. Quand on interroge la femme, en fait, le plus souvent, c'est de trouver le candidat à la paternité. Oui, parce que ce n'est pas forcément un choix rationnel de dire je fais une carrière et puis on verra. Non, ce n'est pas la carrière en tant que telle, où on imagine d'immenses carrières. Non, c'est que la société pousse à faire des études. Il est naturel de l'utiliser après et de travailler. Et puis après, on se réveille en quelque sorte pour trouver le père quand il est déjà un âge un peu avancé. Plus mûr. Et puis la fertilité, on y reviendra, mais malheureusement faiblit gravement vers 40 ans. Donc la période utile là, est très brève. Alors c'est important de le dire, en fait. Ces grossesses à 40 ans, autour de 40 ans, en quoi sont-elles particulières? Vous parlez de cette fertilité qui baisse. Oui, on peut commencer par ce message. C'est que malheureusement, il y a des croyances. Beaucoup de femmes croient par exemple que tant qu'on a des règles, on a des enfants. C'est faux. Et la ménopause, c'est 50 ans, et les ovaires se mettent en semi-retraite dès 40 ans. Les chances de grossesse diminuent très nettement, et elles sont infimes à 45 ans. C'est souvent méconnu. Vous pouvez donner des chiffres? Oui, disons qu'à 25 ans, chaque mois, on a 25% de chance à peu près d'être enceinte. À 40 ans, c'est 4%. Et à 45, on ne donne même pas de chiffres, tellement c'est infime. Donc un message qu'on peut donner, si les conditions sont réunies pour avoir son enfant, on ne veut pas dicter de faire son enfant à 25 ans, comme on l'entend parfois. Les conditions étant réunies, n'attendez pas trop, parce que le risque, c'est de ne pas parvenir à être enceinte. Et une illusion aussi, c'est de croire que les méthodes actuelles, y compris lourdes, y compris la fécondation in vitro, vont résoudre le problème. Totalement faux. La fécondation in vitro ne fait guère mieux que la nature. Et c'est au point que très peu d'équipes acceptent de la faire au-delà de 40 ans parce que les chances de succès sont très faibles. Donc il y a une image qui est véhiculée par les médias qui fait que les gens ne sont pas si informés, inquiétés quant à ces risques de baisse de fertilité. Ça, c'est un message essentiel pour ne pas se retrouver piégés. On a des femmes qui viennent consulter à 43 ans. Qui disent, bon, qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes-là? Alors je leur dis, vous avez un projet de grossesse, eh bien, c'est pas fou, parce qu'elles entendent dire autour d'elles, c'est fou de vouloir une grossesse. Et ça vous semble pas fou? Alors, ce n'est pas fou. Si une grossesse survient, ce n'est pas fou, parce qu'elle se passe avec quelques précautions bien. Mais où j'ai une grosse interrogation, c'est de leur dire, bon, vous avez un projet, très bien, mais on n'est pas sûr du tout que vous y arriviez. Et là, elles sont très surprises. Alors, si on prend dans l'autre versant, qui est le versant grossesse lui-même, grossesses qui n'ont pas encore bonne réputation, et ce n'est plus justifié. Il y a encore, par exemple, l'idée de dire
cet enfant va être anormal. Les amis, entre guillemets, n'hésitent pas à dire c'est de la folie. Mais il y a plus de risques. Alors, si on regarde de très près, et ça c'est quand même le cœur de notre sujet aujourd'hui, il y a une particularité connue de tous, qui est le problème de la trisomie. La cellule féminine perd sa bonne capacité de faire un bon embryon avec l'âge qui passe. À 30 ans, il y a un trisomique sur 900, et à 40, c'est 1 sur 100. Et là, on se trouve à un carrefour éthique personnel. C'est que si une femme veut bien faire le dépistage, mais il y a des incidences personnelles importantes, la myosynthèse, son prélèvement de liquide avec l'analyse des cellules qui sont contenues, représente un risque de fausse couche accidentelle de l'ordre de 1%. Donc, et le deuxième point, c'est que faire au moment des résultats? Et s'il y a un trisomique, quelle est l'attitude à avoir? Il faut commencer par là. Quand on voit une patiente, on dit, bon, quelle serait votre attitude? Est-ce que vous accepteriez une interruption de grossesse ou pas? C'est vraiment à juger en fonction de votre éthique personnelle. Et bien sûr, ça ne s'impose jamais. Et si on ne veut pas d'interruption de grossesse, il n'est pas cohérent de mettre en route des examens qui sont en plus agressifs avec des accidents si on décide de ne pas le faire. Et quels sont les risques pour la mère? Il y en a? Alors, si on regarde les risques pour la mère, pour l'enfant, les risques, en dehors de cette particularité de malformation, j'insiste sur un point, c'est que la seule malformation qui augmente, ce sont les trisomies. Les autres malformations, contrairement à l'idée reçue, n'augmentent pas. Là aussi, il y a un peu des mythes autour de ces malformations. Si on fait la myosynthèse, qui rassure très heureusement, 99% des cas à 40 ans, si on fait la myosynthèse, on a curieusement moins de risques d'avoir un enfant mal formé, parce que le dépistage qui se fait à 20 ans, 25 ans, en termes de trisomie, ne permet pas du tout la même certitude que donne la myosynthèse. Il y a un diagnostic qui est plus fiable. Il y a un renversement bizarre, c'est que le risque d'anomalie est plus important chez les femmes jeunes, du fait de ce dépistage de type différent en plusieurs temps par l'échographie, et qui fait qu'on n'a pas la même capacité de dépistage. J'en reviens à la mère. Quels peuvent être les risques pour elle si elle a 40 ans ou plus? Si on regarde de près, le risque le plus important est pour la mère. Alors certes, elle est plus fatiguée pendant la grossesse, mais en général, la motivation compense. Le risque le plus important concerne l'accouchement. Parce que, surtout si c'est une première grossesse, on a constaté qu'il y avait plus souvent, par exemple, nécessité de faire une césarienne, et qui dit césarienne dit 4 fois plus de complications graves, d'hémorragie, d'infections. Et donc, il y a, même en termes de mortalité, qui heureusement est devenue une chose rare, mais c'est plus fréquent au-delà de 40 ans qu'à 25 ans. Donc là, il y a une différence sensible. Alors que pour l'enfant, la différence, contrairement à une idée reçue, n'est pas sensible. On ne classe pas ces grossesses pour l'enfant dans les grossesses à risque. Si on compare, par exemple, aux jumeaux, les jumeaux, 50% naissent prématurément. Et on sait que dans les prématurés se recrute la majorité des enfants handicapés ou des décès. Alors que si on regarde une grossesse après 40 ans, les prématurés sont un tout petit peu plus nombreux, 8% au lieu de 5%, c'est à peine sensible. D'accord. Donc pour l'enfant, les choses ne sont pas très différentes. Tout dépend, c'est vrai, de la capacité ou de l'option personnelle de faire ou non de dépistage de trisomie. Pour la mère, il y a un risque statistiquement plus marqué. Anne, je reviens vers vous. Quand vous avez donc eu ce projet d'enfant et que vous êtes tombée enceinte, comment a réagi votre entourage? Est-ce que tout le monde a bien réagi, était heureux? Oui, est-ce que votre âge a été ils ont dit ou pensé mis en question? Peut-être enfin. Oui. Non, je crois que tout le monde était content pour moi. Ils n'ont certainement pas osé trop exprimer d'inquiétude. J'ai pas. Donc vous êtes parfois senti jugé ou pas du tout? Par des personnes plus extérieures? Pas par mon entourage proche. Mais c'est vrai que là, et je pense que ça va peut-être s'accentuer avec le temps, quand je vais accompagner Alice à l'école, à la crèche, etc., c'est là où je vais sentir un vrai décalage avec les autres parents et que peut-être elle va sentir une différence qui va me toucher. Oui. Justement, vous évoquez la différence d'âge. Alors, est-ce que vous avez hésité à avoir un enfant en pensant à cet écart d'âge que vous alliez avoir? Oui, enfin, ça vous a questionné, ça? J'y pensais égoïstement, je dirais que j'ai un petit peu mis ça de côté, mais là, j'y pense souvent. C'est vrai? Et en même temps, je suis quand même persuadée que c'est ce que je donnerais à Alice dans les premières années de son existence, qui lui serviront pour toute sa vie. Enfin, je pense que c'est là où ma présence est importante et mon âge peut aussi apporter des choses positives pour elle. Donc,
même si je ne l'accompagnerai pas très longtemps, je pense que ce que je lui donnerai sera suffisant, ou enfin, ça lui permettra d'évoluer, de grandir. Si c'était à refaire, vous feriez les choses de la même façon ou pas? Est-ce que, quand vous regardez un petit peu avec recul votre expérience de maternité, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu un enfant plus jeune, ou finalement c'est arrivé au moment où ça devait arriver, vous aviez aussi la maturité, la capacité d'accueil d'un enfant à cet âge-là? Il y a les deux aspects. C'est-à-dire que c'est certain que j'aurais préféré, encore une fois, peut-être l'avoir plus tôt pour en avoir d'autres, parce que je pense que c'est important aussi pour un enfant d'avoir une fratrie. Mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus posée, plus sereine, plus disponible. Il y a 5 ans, vous n'étiez pas prête? Peut-être qu'il y a 5 ans, j'étais déjà prête, mais je crois que je l'étais encore plus à 42. Donc, j'étais tout à fait sereine de ce point de vue-là. Et comment se sont passés ces premiers mois de jeune maman? Est-ce que vous avez senti peut-être plus de fatigue que d'autres mamans? Vous avez eu l'occasion d'échanger là-dessus avec votre médecin ou d'autres mères? Certainement, par rapport à ce que vous disiez. Donc, je pense, moi, la grossesse, je l'ai très très bien vécue. Ouais. Je ne me suis pas sentie particulièrement fatiguée. D'accord. Mais en revanche, c'est vrai que l'accouchement lui-même a été quand même un traumatisme physiologique, dont je me suis peut-être remis certainement plus difficilement que si j'avais 10 ans de moins. Ça, docteur, c'est un élément avéré, c'est-à-dire qu'on récupère plus difficilement avec l'âge. Pendant la grossesse, on note qu'il y a une sensation de fatigue plus marquée. Et puis c'est après, parce que les nuits sont courtes et qu'on réagit moins bien à 42 qu'à 25. Il y a des études sur le comportement de ces mères, on peut dire tardives, je n'aime pas beaucoup le mot, mais bon, mettons-le. Et on a constaté que d'abord, souvent, elles sont un peu mieux installées dans la vie. Donc il y a un équilibre établi, équilibre dans le couple aussi. Et puis une volonté de bien faire, d'accompagner son enfant. Et globalement, ces mères sont même parfois un peu trop parfaites. Elles veulent que l'enfant soit premier à l'école, à la musique, à la danse, etc. Et c'est une caractéristique. Et le jugement se fait, vous l'avez bien décrit, à la sortie de l'école. Au début, ils ne remarquent rien. Les jeunes ne remarquent rien de spécial. Et puis un beau jour, ils constatent que les cheveux sont blancs. Et là, on s'entend dire, c'est ta maman ou ta mamie? Et bon, il faut assumer ça. Ça fait partie. Vous n'avez pas les cheveux blancs, Anne. Ça commence. Il faut cacher ça, à tout prix. Vous allez assumer cette différence d'âge dans l'environnement des jeunes mamans, vous pensez? Je suis décidée à l'assumer. Après, on verra comment effectivement les choses se passent. Oui. Mais après, je pense que c'est effectivement une question aussi d'attitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, on a des modes de vie qui sont plus les mêmes qu'il y a 10 ou 20 ou 30 ans. Et qu'on peut paraître jeune, ou en tout cas avoir un mode de vie assez jeune, tout en étant un peu plus âgé que la moyenne. Oui, docteur. C'est-à-dire qu'en termes d'âge, je suis bien plus rassuré de voir quelqu'un qui a 40 ans ou plus avoir un enfant qu'à 20 ans, que quand on voit arriver des couples encore lycéens éventuellement à 18 ans qui se tiennent par la main et dont on sait que l'enfant sera élevé en fait par la grand-mère, c'est directement. Donc on est meilleure mère à 40 qu'à 20? Je ne suis pas rassuré de voir des post-ados qui ont du mal déjà à s'assumer de toutes les façons, parce qu'ils ne sont pas autonomes, que quelqu'un qui a déjà l'expérience de la vie et qui va s'occuper clairement, directement mieux de l'enfant. Et puis une dernière question aussi sur l'aspect préventif. Est-ce qu'il existe des campagnes de prévention sur les grossesses tardives? Est-ce que ce serait même souhaitable que les gens soient informés au niveau des... Le message, c'est vraiment de dire, si vous attendez trop, vous risquez de ne pas avoir l'enfant. Et ça, c'est un message qui n'est pas réellement entendu, il faut les mettre, compris. Parce que je vois tellement de femmes qui sont effarées. Attendez, mais vous n'êtes pas sûr du tout d'avoir une grossesse. Elles ne comprennent pas. Et un autre élément dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus de fausses couches. Donc il faut plus de temps pour être enceinte, et puis c'est plus souvent, un tiers de ces grossesses-là, à 40 ans, s'interrompt d'elles-mêmes. Et on ne peut rien faire contre cela. Et le temps passe très vite. Et après, beaucoup ne parviendront pas à avoir leur enfant. Et ça, c'est dur. Anne, pour terminer, quel conseil vous donneriez à ces femmes qui ont ce projet d'enfant autour de 40 ans? Je leur conseillerais d'y aller. Enfin, effectivement, de se maintenir en bonne santé. Je crois qu'il y a toute une préparation... Ça passe par quoi?
Par une hygiène de vie, je pense par un minimum d'exercice, et puis une alimentation saine. Enfin, je crois qu'il faut effectivement un peu se surveiller, peut-être plus à 40 qu'à 20. Mais sinon, je pense que effectivement, la motivation, l'enthousiasme font beaucoup pour une grossesse réussie. Merci. Et vous, docteur, un dernier petit conseil à ces femmes qui nous regardent? C'est un phénomène de société, puisque le nombre des grossesses au-delà de 40 ans a triplé en 20 ans. C'est un phénomène très, très marqué. Donc ça va pas, la tendance ne va pas s'inverser. Ce n'est pas la peine de hurler contre, c'est un phénomène inévitable, il faut s'adapter. Et c'est possible. Merci à tous les deux. Père, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces grossesses tardives? Que j'aurais plein de questions à poser hors antenne au gynécologue et à Anne, mais autrement, je pense que la vie est sacrée, quel que soit l'âge où on choisit de donner cette vie. Je pense aussi que, comment dirais-je, il y a dans la Bible des précédents. Sarah, épouse d'Abraham, a eu des enfants un enfant très tardivement. À quel âge? On ne le dit pas. Non, mais c'est impossible à dire. On présente des chiffres astronomiques, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est symbolique. Voilà. Ensuite, vous avez Anne, mère de Samuel, qui a souffert terriblement de ne pas avoir d'enfant, et puis qui un jour s'est trouvée enceinte et a composé un poème magnifique que Marie a repris. On l'appelle le Magnificat. On peut dire que les 3/4 du Magnificat sont déjà dits par Anne, mère de Samuel. Et je trouve très délicat de la part de Marie, quand elle va voir sa cousine Élisabeth, de dire le Magnificat. Parce qu'au fond, c'est comme si elle identifiait Élisabeth et Anne. Or, Anne est un personnage considérable dans la Bible, et donc, du coup, Élisabeth doit se sentir magnifiée de ce beau poème. Et pourquoi, selon vous, Père, il y a ces passages dans la Bible qui concernent ces femmes qui sont devenues mères, âgées? Pourquoi est-ce que il y a certains passages qui sont consacrés à ça, selon vous? À mon avis, il y a un mystère et aucun exégète ne pourra vous répondre, mais chacun pourra donner sa petite idée. Pour moi, ça veut dire que Dieu est l'auteur de la vie, la source de la vie, et chaque fois que ces femmes mettent un enfant au monde, elles disent « j'ai mis un enfant avec la grâce de Dieu ». Enfin, elles sentent Dieu comme étant celui qui est à l'origine de cette vie. Surtout qu'Élisabeth n'arrivait pas à avoir d'enfant. Oui. Et je crois que le fait de se dire que c'est Dieu qui est à la source de la vie, c'est pas mal. Moi, il y a une question que j'aimerais poser dans le cadre de cette question, c'est, étant donné la richesse que c'est pour un enfant d'avoir des frères et sœurs, nous étions 6 dans ma fratrie, est-ce qu'une maman, je me tourne vers Anne pour lui demander, mais elle n'est pas du tout obligée de me répondre parce que c'est épouvantablement indiscret, est-ce qu'on n'a pas envie d'adopter pour que cet enfant ne soit pas tout seul? Oui, mais encore une fois, il faut être 2 pour adopter. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que il faut être 2. C'est vrai que j'aurais fait ce choix, mais il faut être 2 pour le faire. Oui, donc ma question est très indiscrète. Mais autrement, eh bien, comment dirais-je, je me souviens de la réflexion d'un grand écrivain me téléphonant et en me disant qu'il venait d'avoir un enfant, c'était son premier, et il était agnostique, et il me dit, en regardant le regard de son enfant, on a envie de croire en Dieu. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci à tous les 3 d'être venus. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Alors, si vous souhaitez réagir sur ce qui a été dit dans cette émission, n'hésitez pas. Vous pouvez adresser un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de vos écrans, réaction@kto.tv.com. Et je vous dis, quant à moi, à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la famille en question. Au revoir.